Bonjour à tous, merci de nous rejoindre sur ce plateau. Aujourd'hui, on va parler de beauté, on va parler de grâce, on va aussi parler d'effort et on va le faire avec deux hommes que je suis vraiment ravie d'accueillir, ça me trouble, sur cette émission. À tout de suite. Jean-Marie Leguet a un parcours éclairé. Danseur puis chorégraphe, il quitte les lumières de la scène pour se consacrer à l'enluminure. L'homme a aussi connu des périodes d'ombre avant de devenir un des rares enlumineurs d'Europe. Foufois d'immobilité est un modèle de grâce et de mouvement. Ses parents sont danseurs, sans doute pour embêter, il ne jure que par le foot. Mais à 13 ans arrive l'âge de raison, la danse devient sa passion, elle l'est toujours. Voilà, merci d'être avec moi sur ce plateau. Foufois d'immobilité, c'est pas de cette région-ci du globe comme origine. Non, c'est tout à fait inventé, comme ça, avec un ami. On s'est dit, peut-être, je lui ai demandé, donne-moi un nom, il m'a proposé Foufois. Oui. Mais en fait, ce qui me plaisait, c'est que ça soit une blague sérieuse, en fait, de se dire, ouais, pourquoi pas créer son propre nom. On m'a imposé un nom, même sûrement avec humour. Je me dis, mais si je peux peut-être faire sourire des gens, un peu plus de sourire dans le monde, ça peut être une possibilité, un truc qui fait comme ça, qui donne un peu d'énergie drôle, voilà, un peu d'humour. C'est marrant parce que tous les deux, finalement, vous avez changé de prénom en quelque sorte, pour mener à bien vos activités. Donc vous avez votre prénom d'origine qu'on ne va pas donner parce que tout le monde vous appelle Foufois, Foufois d'immobilité, c'est comme ça qu'on vous connaît. Et puis vous, Jean-Luc, lorsque vous dessinez vos enluminures et que vous les signez évidemment, vous avez là aussi, j'allais dire, un nom de scène, un nom d'artiste en tout cas. Oui, c'est le nom que mon maître m'a donné quand j'ai été consacré maître enlumineur. Ouais. On peut le donner ce nom? Oui. Oui, bien sûr. C'est Héraclius. Héraclius, avec un A. A point, donc l'initiale. Hein, absolument. Qu'est-ce que c'est ce A? C'est le nom secret que seul mon maître et moi-même connaissons. Voilà, effectivement, c'est ce que vous expliquez dans le livre qu'on va montrer tout de suite, Jean-Luc. Le maître de lumière, qui retrace votre parcours, en fait, de la chorégraphie, de la danse, jusqu'à l'enluminure. C'est un parcours, je vous le disais tout à l'heure, quand on parlait avant l'émission, moi je crois que des destins comme ça, il n'y en a pas 36. C'est vraiment un destin très particulier, très riche, très étonnant. On va en parler dans cette émission. On revient à Foufois juste 2 minutes parce que dans le sommaire là aussi, je disais que vous avez hésité à un moment donné entre le foot et puis la danse. Puis comment se fait ce choix? Non, à un moment donné. C'était pas un énorme choix. C'est vrai que je suis né quand même dans la danse parce que mes 2 parents étaient danseurs, ma mère professeure, donc voilà, j'allais de toute façon à l'école de danse. Connu, hein. Oui, tout à fait. Oui. Et toi, qui c'est? Béatrice Consuelo, pardon, excusez-moi, Béatrice Consuelo. Et qui, donc j'étais vraiment, je baignais là-dedans, mais heureusement, ils m'ont pas forcé, donc je me suis dit, voilà, je peux le faire ou pas. C'est vrai que dans le préau pendant les récréations, je faisais du foot. Je me dis, j'aime bien, j'ai envie de faire ça. Mais après, je me suis dit, mais peut-être que des exercices physiques qui font un peu stretching, peut-être que j'attraperai la balle un peu plus haut, un truc comme ça. Voilà, alors je commence. Puis après, les gens me disaient, mais t'es bon. Alors je continuais. Mais c'est vraiment, je crois qu'à l'âge de 13 ans, où j'ai vraiment senti que j'avais la passion. C'est-à-dire que je me dis, mais je réalisais que tous les jours, j'avais envie de danser, j'avais envie de le sentir, de l'étudier quelque part aussi. Et du coup, le rapport avec la chorégraphie plus tard, le fait d'étudier, d'être intéressé par la danse tous les jours, quotidiennement, c'est là que ça s'est un peu révélé pour moi. Mais voilà, à part ça, voilà, j'aime bien voir les Brésiliens jouer parce que je suis à moitié brésilien. Et la Coupe du Monde, là, on n'y échappe pas, on en parle tous les jours, mais c'est vrai, on y arrive. Hein. Vous êtes pour le Brésil, vous? Bien sûr. Parce que c'est du joga bonito, c'est très joli sur la plage. On dirait Chico quand il fait ça. Oui, non, c'est vrai. Enfin, ce qui m'intéresse dans le foot, plutôt que les scores, finalement, c'est quand même effectivement le beau jeu. C'est ça. C'est surtout, on parle souvent, on dit oui, Ronaldo c'est un danseur, on dit Ronaldinho c'est un artiste. C'est vrai que c'est intéressant de voir l'endroit où on voit un sportif, alors effectivement, c'est au niveau de la quantité d'abord, il faut qu'il gagne, il faut qu'il mette des points, mais quand il arrive à transcender ça et que
au niveau visuel, on voit des mouvements incroyables, des choses. Moi, je trouve ça merveilleux. Et c'est là où on dit, tout d'un coup, c'est de l'art. C'est intéressant. C'est vrai. Et Alors, moi, je sais pas si Jean-Luc, il est très Coupe du Monde. Non, pas du tout. Hein, je sais pas, j'ai senti ça, je me suis dit, Jean-Luc, je pense pas que ce soit la Coupe du Monde son truc. Par contre, entre vous, il y a la danse. Il y a la danse. La chorégraphie. Et ce qui est très marrant, et j'ai appris ça il y a quelques minutes, c'est que vous vous êtes croisés il y a quelques années de cela. Oui, au Théâtre Reggio de Turin, avec le ballet de Stuttgart, où justement, voilà, que je dirigeais. Et donc, ce que nous avons eu en commun, en tout cas, c'est formidable, c'est que moi aussi, je suis né dans la danse. Et mon père, c'était Joseph Lazini, un chorégraphe connu. Donc, ma mère était danseuse et professeure de danse. Et j'ai baigné, comme vous, dans la danse, toute ma jeunesse. En fait, on a beaucoup de points en commun. Je crois qu'il y a beaucoup de points en commun. C'est étonnant, oui. Et donc, on a découvert, juste avant l'émission, qu'on s'était croisés. On n'était pas sûrs au début, puis après, il a parlé de Turin, impresario. Il dit, mais j'y étais avec le ballet de Stuttgart. Ouais. J'ai invité. C'est fou. Voilà, absolument. Ouais. Et puis, un beau jour, l'enluminure fait une apparition dans votre vie de façon tout à fait inopinée. Vous nous dites juste, avant qu'on voit un sujet, dans quelles circonstances votre chemin croise celui de ces dessins un peu sacrés, hein? Alors j'étais en recherche pour mes créations de chorégraphe, en recherche donc d'inspiration. Et c'est vrai, je me suis intéressé aux danses sacrées du bassin méditerranéen et je me demandais comment les danseurs pouvaient rentrer en extase. Et c'est ce qui m'intéressait. Et donc sur la rive sud de la Méditerranée, il y a encore des danses extatiques vivaces, mais sur la rive nord, il n'y a plus grand-chose. Et donc un jour, j'étais en tournée, je vais à la Bibliothèque Réale de Turin. Oui, je demande au bibliothécaire s'il n'a pas un David dansant devant l'Arche. Et puis alors il m'emporte un livre absolument somptueux, enluminé. Et au moment où j'ai touché le parchemin, le parfum du parchemin, la matière, je ne sais pas, il y a eu comme un choc qui s'est passé, comme une sorte de petit tremblement de terre, mais continu. Et peu à peu, quand j'ai ouvert ce livre, les enluminures dedans, c'était lumière sur lumière. Et je me suis dit à ce moment-là, c'est un initié qui a fait ça. C'est quelqu'un qui atteint une sorte de perfection intérieure. Si un jour je trouve un maître, j'abandonne tout et je deviens enlumineur. C'est une espèce de révélation, hein, ça ressemble à ça. Ah, j'ai été sonné complètement. Quand je suis sorti dans la rue, j'ai rejoint mon hôtel, j'étais complètement ébloui et je me demandais ce qui se passait. Une enluminure, c'est quoi exactement? Je ne suis pas sûr que le grand public sache exactement ce que c'est. Alors, une enluminure, c'est un dessin qui se fait sur un livre avec un texte, hein, comme à l'époque médiévale, et c'est censé être comme un support de méditation pour, au fond, rentrer vers soi-même et trouver ce qu'il y a de plus sacré et de plus secret au profond du lecteur. Et donc, ça permet de faire un voyage intérieur à travers l'image. Et ça permet donc de se retrouver soi-même. Ben, on va voir comment vous travaillez aujourd'hui. C'est un extrait de Racine que vous avez consacré Nelly Thévenat. On regarde ce petit sujet, puis on continue à parler ensuite sur le plateau. Et alors il me dit, il ne faut pas peindre des yeux comme des yeux, un nez comme un nez, un visage comme un visage. Il m'a dit, il faut peindre avec la foi, l'espérance et la charité. Et puis il faut peindre avec les 4 vertus cardinales. Et au fond, ce qu'il voulait dire, c'est que je ne devais pas être attaché à mes sens, mais je devais rentrer dans mes sens spirituels pour peu à peu montrer ce qu'il y avait derrière un dessin. Est-ce que je savais, à cette époque-là, qu'être enlumineur, ce n'est pas seulement faire des dessins sur un livre, mais c'est de rentrer dans un état contemplatif. C'est-à-dire de rentrer dans un état de vide. Être le miroir le plus limpide pour exprimer quelque chose qui vous dépasse et qui vous dépassera toujours.
Voilà pour ce petit extrait où on vous voit au travail. Ce qu'il y a d'incroyable, et je voudrais que vous réagissiez, Foufouas. Cet homme qui était sur scène, ensuite chorégraphe, entouré de bruit, ce que vous vivez aujourd'hui, de bruit, de gens, de mouvements, de déplacements d'air, de musique, abandonne tout ça pour se glisser dans le silence. D'ailleurs, ce sujet n'a pas de musique, parce que vous travaillez, et vous l'expliquez, on comprend pourquoi, dans le silence et dans l'immobilité. Foufouas d'immobilité. Comment vous réagissez à ce qu'on vient de voir? En fait, je trouve ça merveilleux, mais c'est pas si éloigné. Je pense qu'il y a un travail dans la danse. Moi, par exemple, je travaille en silence. C'est quelque chose, par exemple, que j'ai appris avec Merce Cunningham, qui était quelqu'un qui a travaillé avant tout en silence, et la musique venait après. C'était une synergie qui venait après. C'est un mode de création autre, disons, qui a changé dans les années 50. Et c'est vrai que de sentir justement le rythme propre du corps, de sentir même voilà, ce travail en silence, pour moi, il est vraiment très présent aussi quotidiennement quand je m'entraîne et quand je répète. Donc cette solitude aussi, la solitude de créer, de penser. Donc là aussi, il y a des passerelles finalement. Mais bien sûr. Et puis, je pense que la danse, ce qui est merveilleux avec la danse, on peut faire un pont avec quelque chose de spirituel, parce qu'il y a vraiment il y a non seulement un dépassement de soi, mais il y a quelque chose qui touche la liberté, en fait. Il me semble qu'il y a quelque chose par rapport à la danse. C'est-à-dire qu'effectivement, on a ce corps, mais en fait, par le mouvement, c'est un défi à la gravité, un défi à des mouvements, disons, utilitaires, simplement. Et puis, il y a aussi le fait qu'on enlève les choses lourdes, difficiles du corps, en fait. Donc c'est une libération. Et cette libération-là, c'est pas loin d'une certaine quête spirituelle ou quelque chose où, en fait, c'est ça qui est intéressant. Le mouvement, c'est-à-dire si je fais un mouvement comme ça, oui, effectivement, je l'ai fait avec ma main. Mais c'est des traces dans l'espace qui restent. C'est très évanescent. C'est ça qui est aussi merveilleux, c'est que c'est quelque chose d'impalpable. Et ça, c'est ce qui reste mystérieux et merveilleux. Dans tout le livre, c'est ce que vous dites. Absolument. Votre initiation, qui a duré avec un maître enlumineur, qui est décédé et auquel vous rendez hommage finalement Absolument. dans le livre, a duré 10 ans. 10 ans d'initiation. Enfin, tout ça pour devenir finalement un homme libre, c'est ce que dit Foufouas. Pour devenir un homme libre. Et ce qui m'intéresse, enfin moi ce que j'ai toujours aimé, c'est quand un danseur sort de scène, les yeux. Il est ailleurs. Et ça, je trouve ça quelque chose de merveilleux. Et on ressent l'intensité de ce monde qu'il touche et qui est indescriptible. Et ce qui m'avait si je suis passé du mouvement à l'immobilité, c'est que j'ai recherché ce qu'il y avait derrière le mouvement et qui donnait naissance au mouvement. Ce qu'il y avait derrière la musique et qui donnait naissance à la musique. Et donc ce silence, cette immobilité, c'est le germe de tout, de notre expansion et de notre liberté. Et donc à un moment, c'est comme chez les derviches tourneurs, vous avez ceux qui tournent dans l'espace, avec leur grande robe blanche, et vous avez le maître qui est immobile. Il n'a plus besoin de tourner. Parce qu'il est une sorte d'axe immobile, et en quelque sorte, il y a une sorte d'ouverture au-delà du geste, au-delà de la forme. Et donc, à travers l'enluminure, c'est au fond ce que je suis allé chercher. On ne pourrait pas retracer ici, en quelques minutes, ce chemin de 10 ans que vous avez fait avec votre maître, mais si vous deviez nous poser ici les images fortes que vous gardez de cette initiation longue et douloureuse, Et très douloureuse. Et très douloureuse. J'étais un homme de plaisir, j'étais un homme de théâtre, j'aimais manger, j'aimais vivre, ça vous dit. j'aimais avoir du plaisir aussi. Et c'est vrai que pour arriver à traverser toutes ces pulsions du plaisir, pour arriver à comprendre au fond pourquoi on recherche ce plaisir, quelle est la racine de cela, et au fond de ne plus dépendre d'un bonheur extérieur, mais de dépendre d'un bonheur intérieur qui vient du plus profond de nous et qui vibre avec, je dirais, la nature, avec le cosmos, et qui nous rend encore plus libres que si nous sommes esclaves des choses. Ça ne veut pas dire qu'on doit rentrer dans un ascétisme. Ça veut dire qu'on doit traverser le plaisir et voir ce qu'il y a derrière pour mieux se connaître. Et comment il vous a initié, votre maître? Parce que il n'était pas tendre, c'était un ermite. Oui, un moine ermite franciscain. Ouais. Et on mangeait très peu, on dormait très peu, je travaillais beaucoup. Et moi qui arrivais d'un monde donc favorisé
où on levait la jambe. Alors vous imaginez un moine franciscain ermite. Hein. Et en plus, j'ai toujours eu dans ma vie beaucoup de chance, on m'a toujours comblé, etc. J'ai toujours été gâté. Et donc, au moment où j'arrive, directeur de compagnie, etc., je viens et je balaye la chambre des dessins. Je commence à faire l'homme de ménage. Faites la basse besogne, c'est un peu ça. Absolument. Mais j'ai appris peu à peu qu'il est tout à fait nécessaire de commencer par des gestes simples. Parce que peu à peu, avec la répétition, eh bien, ces gestes deviennent comme un peu les gestes d'un officiant. Et il y a quelque chose qui se passe. Et avec ces gestes qui sont des répétitions, et par exemple nettoyer la chambre des dessins, eh bien, on prend conscience peu à peu que c'est absolument important. Parce qu'imaginez si le maître est en train de peindre, et puis qu'il y a une petite poussière, eh bien, ça déforme le visage de l'ange, comme nous sommes déformés s'il nous reste une petite poussière dans notre âme. Mais on sent que, encore une fois, en lisant votre ouvrage, on sent que pour vous, ce qui est très difficile dans un premier temps qui prend des années, hein, parce qu'encore une fois, ça a été un long chemin, mais c'est que ce moine communique peu tel que nous communiquons, c'est-à-dire on parle beaucoup, pas toujours pour dire quelque chose d'intelligent, mais on parle beaucoup. Cet homme parle peu. Il vous laisse faire. Et on sent que vous souffrez de ça, vous dites, mais qu'est-ce que c'est que cette initiation? On n'explique rien. Hein? Bien sûr, et puis on ne sait pas où on va. Et je ne savais pas qu'un jour je serais maître en luminaire. Donc pour moi, l'avenir était quelque chose qui se prolongeait. J'allais en avant et c'est vrai que ça a été un enseignement parce que un maître, ce n'est pas celui qui vous dit fais ci ou fais ça. Un maître, c'est celui qui vous permet de réveiller votre propre maître intérieur. Et alors, ce qu'il y a d'extraordinaire, c'est que tout le monde a cette possibilité. Chaque être humain a un germe, quelque chose qui ne demande qu'à grandir. Et toutes nos aspirations, tous nos idéaux, tout ce que nous avions rêvé et que parfois la vie fait que nous n'obtenons pas, tout ça, c'est encore intact dans notre plus profond secret, dans notre plus profond sacré. Et c'est ça qu'il faut réveiller. C'est ce petit germe qui doit grandir et comme il est dit dans l'Évangile, devenir un arbre qui va ensuite accueillir les petits oiseaux du ciel. Vous savez, le talent que vous avez, je trouve, c'est que vous réveillez des élans chez... Je ne sais pas comment vous réagissez, mais on se sent plus fort. On vous écoute, on dit « Ah mais oui, je peux ». Bien sûr. Alors que le parcours est... Je ne sais pas, c'est un parcours pas accessible, hein, pas immédiatement accessible. Ce n'est pas immédiatement accessible, mais ce n'est pas une question de métier. Ce n'est pas une question d'être empêché ou d'avoir eu des problèmes dans la jeunesse. On a tous des problèmes. On a tous des choses à affronter dans la vie. Mais il faut savoir comment les affronter. Et au fond, on ne peut pas vivre sans action. Et donc, il faut se plonger dans le monde. Il faut être là, présent. Mais aussi, il faut savoir comment notre action doit être dirigée. Et si on arrive peu à peu à se connaître soi-même, à se transformer, à réveiller au fond ce qu'on fait taire depuis des années en soi, à ce moment-là, eh bien, il y a quelque chose, des petits eureka qui arrivent, des petites lumières. Et un jour, on se dit, tiens, je comprends ça ou je comprends ça. Et ça nous fait avancer. Et le grand problème, quand on suit une voie avec un maître enlumineur, c'est comment rendre ce petit eureka qui est notre invention et réveil permanent. Comment rentrer dans un état contemplatif qui fasse que notre action soit beaucoup plus lumineuse et qui fasse que l'autre n'est plus différent de nous, mais que nous sommes concernés par tous les autres et nous sommes tous les autres aussi. On poursuit ce qu'on est en train de dire là avec des images tournées par Nelly Thévenat à Paris, puisque c'est là que vous habitez. On vous retrouve avec votre fils. On parle après. Merci. Comment est-ce que vous définiriez votre père? C'est une sorte de rêveur de l'infini. Pour moi, il est proche d'un état de simplicité absolue. Et qu'est-ce qu'il vous a transmis? Il m'a éveillé. Il m'a appris à prendre par le haut les choses. Alors Jean-Luc, il y a quelque chose d'assez extraordinaire dans votre vie, vous avez deux papas.
Absolument. J'ai d'abord mon père, donc celui qui m'a conçu, avec ma mère, et qui était chorégraphe. Et celui que j'appelle mon papa, qui m'a, à partir de l'âge de 7 ans, qui a partagé toute ma jeunesse. Vos deux papas sont dans le dictionnaire. Oui, alors mon père Joseph Ladini, donc qui a été l'initiateur en tout cas du ballet de Marseille, il était considéré comme un chorégraphe qui avait une grande originalité, donc il est sur le Larousse. Et puis dernièrement, il y a eu le Larousse donc de la bande dessinée, dictionnaire Larousse. Et donc où mon papa, donc Bob Leguet, eh bien est aussi dans le dictionnaire comme personne qui faisait comme dessinateur de bande dessinée. Il était fasciné après-guerre par donc les Américains et le western. Ça a été un des pionniers de la bande dessinée en France. Alors c'est lui qui m'a appris toute la technique du dessin. Moi j'adorais ça déjà. J'avais le don de la mise en scène, de la mise en page, mais c'est lui qui a structuré mon dessin. J'ai toujours dessiné mes ballets et j'ai toujours mené en parallèle la danse et le dessin. Le papa qui faisait de la bande dessinée avait lui aussi, en fait, un papa qui dessinait. Absolument. Mon grand-père, effectivement, faisait des dessins dans les tranchées, par exemple, pendant la guerre de 14. Et puis ensuite, tout au long de sa vie, il a dessiné, il avait un petit banc, il s'asseyait. Il voulait pas qu'on le voie trop, parce qu'il voulait saisir les gens dans leur vérité. Votre fils est resté, lui aussi, en fait, dans le monde des arts. Oui, alors mon fils donc a dessiné. Et puis il m'a dit un jour, j'aimerais devenir enlumineur comme toi, mais c'est trop tôt. Alors, il fait de la musique. Et peut-être un jour, il a dit à la fin de mes jours, peut-être je ferai l'enlumineur moi aussi. La famille, c'est je pense pour lui comme des paillettes d'or qui sont dans son cœur. Il n'a pas besoin d'avoir en face de lui les photos de sa famille constamment à regarder tous les jours. C'est une présence, mais la famille est à la fois tout et rien. Voilà, et puis on voit une photo de vous il y a quelque temps, Oui. Jean-Luc. Qu'est-ce que vous ressemblez à votre fils? Enfin, votre fils vous ressemble Oui, énormément. oui, c'est incroyable. c'est C'est copier-coller. Exactement. Pourquoi est-ce qu'il doit attendre d'être vieux, comme vous dites, pour être enlumineur, s'il se sent lui aussi appelé? Il a besoin de bouger. Il a besoin de se confronter au monde. Il a besoin de se prouver à lui-même qu'il est capable de faire quelque chose avant de rentrer dans un état plus contemplatif. Et donc, pour se confronter au monde, il m'a dit, toi, tu as été dans la danse, tu as été dans le théâtre, tu as vu des choses, tu as voyagé, bien moi, je veux faire la même chose, j'ai besoin de ça. Qu'est-ce que vous me disiez, Foufoua, tout à l'heure? Oui, je disais justement, ouais, il m'apaise en fait, justement, parce que moi j'ai une sorte d'énergie un peu anarchique comme ça qui va dans tous les sens. Et ouais, je l'écoute, il m'apaise et c'est vraiment très intéressant. Mais voilà, justement, j'ai l'impression que je suis un peu dans la situation de ton fils, qui est, voilà, là, je suis vraiment dans la vie, dans une multiplicité de plaisirs, vraiment, mais surtout avec plein d'amour et de fête, en fait. Et c'est ça et je sens que je suis là-dedans. Et justement, ça serait ridicule que je me dise, ah oui, non, mais je vais faire exactement demain comme Monsieur Jean-Luc Leguet. Je vais Parce faire que vous vous sentez bien là-dedans aujourd'hui, au moment où vous vivez. Et puis aussi, bah, c'est ça, c'est là où je suis maintenant. Et puis aussi, je sens qu'il y a une énorme joie, enfin pour moi. Et que si j'arrive à la partager aussi par des pièces. Alors il y a des pièces que je fais qui sont très sérieuses aussi. Disons que le travail est vraiment, je dirais presque celui d'un moine en fait, parce que vraiment j'essaye vraiment d'analyser les choses. Mais il y a toujours après une sorte de lâcher prise. Et puis j'aime la fête en fait. J'aime la fête. C'est peut-être aussi le côté un peu brésilien qui est enfoui en moi. Ouais. Mais voilà. Qui ressort hein, beaucoup, hein. Oui. Mais voilà. Donc. Mais je trouve ça aussi, voilà. Donc je suis vraiment là-dedans, et c'est intéressant parce que je me dis que après avec le corps aussi, le corps qui change. Forcément, là j'ai 37 ans.
il y a des choses que je peux encore faire, mais bientôt il y a des choses que je ne pourrai plus faire. Il y a forcément aussi un changement qui va s'opérer. Un virage à prendre, hein, à un moment donné. Voilà, ça, exactement. ça, je pense clair. que tu l'as senti aussi. Voilà. Moi, j'ai eu la chance donc de trouver une voie avec un maître. C'est ça. Mais c'est vrai que le problème se pose, bien que ma carrière était complètement relaxe, hein, en quelque sorte, tout marchait bien. Et si je suis parti, c'est vraiment de mon plein gré. Ouais. Et donc, c'est véritablement un abandon. Foufouas, lui, il est en train de la faire, sa carrière. Il est déjà bien là, on le connaît, il est connu et reconnu. On regarde un petit sujet que vous avez consacré, je crois, Classico. D'accord. Hein, il y a quelque temps, il n'y a pas très longtemps. Et puis on se retrouve après. Les cheveux plus longs. Cheveux plus longs, oui. Frédéric Gaffner, alias Foufouas d'immobilité, se rend dans sa salle de danse. Il a abandonné les entrechats classiques de ses débuts, mais c'est ça qui l'a rendu célèbre. Au théâtre du Grutli à Genève, il vient répéter inlassablement tous les jours. C'est son passage à New York qu'il a consacré danseur contemporain. 7 ans dans la troupe de Merce Cunningham, maintenant c'est lui le chorégraphe. Il a créé sa propre compagnie, 5 danseurs professionnels, et concocte 2 à 3 spectacles par année. Lauréat du prix de Lausanne il y a presque 20 ans, qu'en reste-t-il aujourd'hui? Il y a déjà l'émulation de se pousser à faire quelque chose d'assez difficile sur scène, d'être confronté à d'autres bons danseurs. Et ça, on fait des progrès, c'est sûr. Après, il y a aussi le fait qu'on nous ait vus, on m'a vu, et il y a une certaine... il y a quelque chose qui est pas mal de mettre ça dans un CV. Frédéric Gaffner, Suisse. Coup d'accélérateur dans une carrière de danseur, bon pour la notoriété, mais... Comme j'ai décidé de faire quand même une autre vie, 3 ans plus tard, j'ai quand même décidé d'arrêter avec la danse classique quelque part. C'est vrai que c'est moins important pour moi maintenant. Aujourd'hui, il s'appelle Foufouas d'immobilité, un clin d'œil de l'avant-gardiste pour désacraliser la danse. Vachement bien. Pour vivre au quotidien, il y a les cours et la débrouille. Il occupe gratuitement la salle de danse et en échange, il donne 2 heures de cours le matin. Voilà. Et ouais. Et... Entre cours, spectacles, 8 heures d'entraînement et 20 ans de carrière, il arrive à se faire un salaire de 2000 francs par mois, net. Et maintenant, comme... Ah! Alors on a une jolie conversation, on parle de belles choses, de nobles choses. Et puis je veux quand même qu'on relève ce petit dernier point du commentaire de ma collègue. Vous gagnez 2000 francs par mois. Je suis navrée, ça. Mais ça me paraît incroyable et je trouve que ça mérite une explication. Vous êtes un danseur coté. Et puis là, je veux aussi votre avis, hein, Jean-Luc, parce que vous étiez dans le milieu. Vous êtes un danseur coté. Vous avez dansé avec les plus grands. Vous avez reçu des prix innombrables qu'on ne va pas citer ici parce qu'on ne va pas tous les retenir. Vous avez dansé avec les plus grands, etc. Et ce garçon doit se débrouiller et bidouiller pour arriver à vivre de son activité qu'il fait remarquablement bien et ce que personne ne lui conteste. On est chez les fous, qu'est-ce qui se passe? L'histoire, c'est qu'effectivement, dans la danse, mais en particulier dans la danse contemporaine, on est un petit peu des mendiants, en fait. Et un peu ce système, au niveau économique, on est en dessous du SMIC. Alors, il y a une grande, en fait, maintenant, une conscience politique, surtout à Genève, auprès des politiques, justement, qui dit, voilà, ils ont compris qu'il faut, effectivement, payer les danseurs un peu plus que peut-être, ou en tout cas au niveau d'un vendeur ou d'une vendeuse à la Migros, un truc comme ça. Sinon, c'est vraiment, il y a quelque chose qui est pas juste. Donc il y a une prise de conscience maintenant. Bon, après ces 2000 francs, par exemple, là, pour recontextualiser quand même, parce que c'est un sujet forcément très très bien fait, mais assez rapide, c'est quelque chose que moi, je décide pour faire tourner la compagnie, ben c'est ça aussi, parce que c'est mon désir. Du coup, je m'octroie seulement 2000 francs
par mois. Mais c'est vrai que mes salaires à moi, grâce à des tournées, me permettent, en fait, je pourrais vivre assez correctement. Donc ça va. Mais effectivement, le problème après, c'est pour faire vivre une compagnie, c'est très difficile. Et effectivement, il y a beaucoup de danseurs qui gagnent rien. Mais en Suisse, c'est possible. Le truc, c'est que aux États-Unis, c'est encore pire. Et justement, je me suis dit, mais pourquoi ce garçon n'est pas resté aux États-Unis? Non, parce que c'est pire. Pourquoi non, vous venez? Jamais je n'aurais pu imaginer faire des productions avec, par exemple, faire une création. C'est environ 3 mois de travail comme ça, de création avec des danseurs. Si on imagine 5 danseurs, ben, ça fait tout de suite quand même une somme importante. Mais aux États-Unis, mais à New York, c'est effectivement. Alors moi, je pensais qu'il y avait plus de possibilités là-bas. Non, c'est de l'argent privé. Il faut l'avoir. Si on est indépendant et disons nouveau chorégraphe, c'est impossible. C'est des amateurs. Ils font le soir, ils travaillent au restaurant. Et puis, pendant la journée, ils font ce qu'ils veulent. Mais ça devient un truc amateur dans le mauvais sens du terme. C'est-à-dire pas l'amateur, celui qui aime, voilà, mais celui qui est obligé qui ne peut pas gagner son... et là, il y a vraiment en Europe, maintenant, un mouvement qui essaye vraiment de développer. Je crois que la scène genevoise est assez... Alors voilà, la scène genevoise... En matière de danse contemporaine. En danse contemporaine, maintenant, il y a quelque chose qui a été commencé il y a 20 ans, par Noémie Lapsesson entre autres, mais il y a eu vraiment quelque chose dans les 5 dernières années. Maintenant, on est beaucoup de compagnies, et il y a une sorte de point qui varie forcément, Paris, Bruxelles. Maintenant, Genève, à son échelle, est une sorte de 3e pôle important de la danse contemporaine. Tout à l'heure, vous parliez du virage que vous devriez peut-être prendre à 40, 45 ans, enfin, quand vous ne pourrez plus faire certains mouvements ou certaines choses. Vous avez déjà pris un virage sans avoir cet âge-là, en passant de la danse classique, qui est votre formation, et votre parcours initial, à la danse contemporaine. On va regarder, on a résumé ça un peu en souriant. D'accord. Et puis on regarde. Vous savez que Frédéric va de tel point à tel point, mais ce qu'il fait en route est particulièrement riche car il sent les différentes possibilités de mouvements utilisables. Et ça, je pense, c'est un don merveilleux pour un danseur. Ce qui est fascinant en danse, c'est que justement, c'est un défi à l'inertie en fait. Voilà, ces dernières images, c'était un petit peu un clin d'œil parce que c'est probablement l'extrême de ce qu'on peut faire en danse contemporaine. C'était une performance à New York, je crois. Oui, c'est ça? Oui, c'est effectivement tiré d'une pièce qui a été une performance à New York. Et je voulais avoir l'œil averti de Jean-Luc. Je suis admiratif. C'est d'abord un merveilleux danseur, une très belle technique. Et de passer comme ça de la danse classique, et on voit que c'était un beau danseur, à Cunningham. Je trouve ça merveilleux. Et moi, j'avais connu un danseur avec qui j'ai beaucoup travaillé, qui était Jean Guizérix de l'Opéra de Paris. Et je me suis régalé. J'ai fait au moins 4 ou 5 créations avec lui, justement parce qu'il bougeait Cunningham. Et c'est absolument remarquable. Et il a vous avez une vitalité, un aura, quelque chose là qui est absolument. Et puis c'est pas un mouvement gratuit. Il y a quelque chose de profond. Là, on sent qu'il y a quelque chose qui est en train de venir, ou qui grandit, ou qui va vers une sorte de maturité qu'il a déjà, mais on sent qu'il y a quelque chose là qui vibre. Là, je suis admiratif.
Ouais. Bon, dis donc, vous allez ressortir de ce plateau. Non, absolument. Hein gonflable, vraiment. Il n'y a rien à ajouter, merci messieurs. Et puis alors, quant au scandale des danseurs qui sont très peu payés, ouais, j'ai vu que vous vouliez réagir à ça. Je trouve que c'est vraiment, alors c'est inadmissible, parce que d'abord c'est un métier qui est très court. C'est un métier qui demande beaucoup de vitalité, on ne peut rien faire d'autre à côté, si on veut véritablement le faire. Hein. Et puis alors, à 45 ans, qu'est-ce qu'on fait? Moi, j'ai vu des danseurs malheureux finir comme gardiens de nuit dans des grandes surfaces, et même des danseurs se suicider, qui ne supportaient plus. Et j'ai vu ça toute ma vie. Et justement, quand je faisais de la danse, j'ai toujours tremblé de l'avenir qui pouvait m'attendre un jour. On arrive au terme de cette émission, ça passe vite. Hein. Trop vite. Hein, au début, on se dit 40 minutes, oulala, sur un plateau, comment on va faire? Oui. Vous vous rendez compte? Et on n'a pas tout dit encore. Et, on a dit le début, mais ça nous permet de rester effectivement sur une petite frustration, mais peut-être de se revoir. Absolument. Et puis de refaire une émission ensemble. Avant de se quitter, votre actualité à l'un et à l'autre? Alors il y a toujours des créations. Le prochain spectacle, ça sera la Fête de la musique le 17 et 18 juin. Et puis à la salle des Eaux Vives à la DC, ma dernière création du 11 au 22 octobre. D'accord. D'accord. Donc on ira vous et puis des tournées, mais ça c'est pas à Genève. D'accord. Mais en Suisse, vraiment? Ouais, mais oui, Neuchâtel. Bah alors. Je vais à Neuchâtel. Et vous regardez à Neuchâtel. Mais pardon, excusez-moi, le 8 et le 9 juillet. Ouais. Et puis le 17, 18, 19 juillet, c'est. D'accord, voilà. on sera là. Ouais. Et vous, Jean-Luc, vous avez, alors vous habitez Paris, hein, on l'a précisé tout à l'heure, mais vous avez une actualité de chez nous. Absolument. Bientôt? Oui, alors c'est à l'abbaye de Saint-Maurice. Oui. Il va y avoir une exposition donc de certaines enluminures de la Divine Comédie. Et il va y avoir une conférence sur la Divine Comédie où on va faire un véritable voyage spirituel et on va rentrer dans l'image, voir comment rentrer dans l'image et voir qu'est-ce qu'il y a derrière et qu'est-ce qui peut nous parler. Vous avez donné les dates? Alors les dates, vous devez les avoir. Je les ai notées, je me suis dit peut-être vous les avez pas en tête. Alors c'est l'expo à l'abbaye de Saint-Maurice, donc en Valais. C'est du 21 août au 28 septembre, c'est ça? Et 2 conférences. Oui, dont la date n'est pas encore fixée, je crois. Si? Bah écoutez, oui. garçon, elle est fixée. Ah bon? Moi j'ai noté le samedi 16 septembre. Parfait. Alors, on le dit, et puis si jamais les gens veulent confirmation, on se tient au courant, et puis vous nous appelez, on vous donne les bonnes dates, au cas où celles-ci ne seraient pas les bonnes. Un mot de la fin, peut-être, l'un et l'autre? Oui, en fait, c'est par rapport à l'émission, je trouve, c'est tellement rare d'avoir le temps, même si on dit qu'on n'a pas assez le temps, d'avoir, justement, de prendre le temps et d'être un peu relax et de pouvoir développer quelques sujets. C'est tellement rare, donc voilà, si on peut avoir plus le temps à la télévision de parler comme ça, calmement, je trouve que c'est très important. Donc ça, c'était un plaisir de le faire. Bah, vous êtes chaud comme tout. Vous êtes beau, sympa, et puis plein d'à propos, je trouve, finalement. D'accord. Jean-Luc, un mot de la fin? Oui, alors moi j'ai d'abord été heureux de partager ce moment avec vous et puis avec un danseur, parce que au fond, je me reconnais au début quand je suis né dans la danse, et puis maintenant, le parcours comme ça, la distance, et je suis heureux d'avoir retrouvé la danse aujourd'hui. Ben moi j'étais heureuse d'être avec vous, c'était super. Je signale encore le livre de Jean-Luc Leguet, le maître de lumière, que vraiment je vous recommande, c'est un beau voyage. Et puis, alors je dois faire tout le boulot, donc je dois annoncer l'émission de Pascal, c'est lui qui sera autour de ce plateau lundi. Il va recevoir, ça sera très différent d'aujourd'hui, Narcisse Prat. Libertaire bien connu, iconoclaste, anarchiste, enfin un homme qui a de la verve et encore beaucoup. Il vient de se réinstaller en Valais, mais il ne sait absolument pas assagir. Vous pourrez donc le retrouver lundi. Il sera accompagné sur ce plateau de la troupe de Nyon, le Funambule. Voilà, donc des belles paroles et puis de la musique, de la danse. À lundi. Come on today.